Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, place au sommaire de votre journal. Violence post-électorale en Tanzanie. Des groupes de jeunes ont défié jeudi le déploiement sécuritaire imposé par les autorités pour manifester leur colère dans les rues de Dar es Salaam contre la répression du régime de la présidente Samia Suluhu Hassan et l'exclusion de la course à la présidence de deux leaders de l'opposition. Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi à l'Élysée plusieurs chefs d'État africains à l'occasion de l'ouverture du 8e Forum de Paris pour la paix, 1,5 milliard d'euros annoncés pour les populations les plus vulnérables de la région des Grands Lacs. Et puis Donald Trump a ordonné jeudi la relance des essais nucléaires des États-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans à la suite d'une série d'annonces de son homologue russe Vladimir Poutine sur le développement de nouvelles armes russes. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. En Tanzanie, la violence post-électorale se poursuit. Jeudi, des groupes de jeunes ont défié le déploiement sécuritaire imposé par les autorités pour manifester leur colère dans les rues de Dar es Salaam, la capitale. Ils protestent contre la répression du régime de la présidente Samia Suluhu Hassan et l'exclusion de la course à la présidence de deux leaders de l'opposition. Au lendemain d'une violente journée d'élection en Tanzanie, les heurts se sont poursuivis jeudi. Des centaines de jeunes ont défié le déploiement sécuritaire imposé par les autorités pour manifester leur colère dans les rues de Dar es Salaam. Le pays est bloqué, Internet est coupé, les écoles fermées et un couvre-feu a été imposé dans la capitale. Un dispositif de sécurité incarné par des arrestations et des exécutions contre le moindre opposant mis en place par la présidente Samia Suluhu Hassan et son fils, pilote d'une force d'intervention informelle, témoigne d'une répression féroce dénoncée par les manifestants. Une trentaine de personnes auraient été tuées dans les violences. Plusieurs postes de contrôle ont été installés autour des villes par la police et l'armée. La présidente Samia Suluhu Hassan, qui a été promue à ses fonctions il y a 4 ans lors du décès de John Magufuli, son prédécesseur, aspire de nouveau à être élue. Ghost Town, ville morte, c'est l'appel de Issa Bakari Kourouma au Camerounais sur le territoire national les 3, 4 et 5 novembre prochains pour protester contre la victoire du président Paul Biya à l'issue de la présidentielle du 12 octobre dernier. L'opposant déclaré deuxième à la présidentielle du 12 octobre dénonce des résultats fabriqués pour la victoire de Paul Biya. Et nous restons toujours sur le continent africain, au Soudan. L'ampleur des massacres à El Fasher tracés par satellite, des exactions attribuées aux forces de soutien rapide FSR du général Daglo Emeti qui ont repris la ville à l'armée régulière soudanaise. Le bilan de ces massacres est lourd de 460 personnes tuées dans une maternité. Depuis dimanche, plus de 36 000 civils ont fui El Fasher. Le sang et les corps vus du ciel. L'ampleur des massacres à El Fasher est telle que des chercheurs ont pu tracer par satellite les exactions commises dans cette ville soudanaise. Exactions attribuées au FSR, les forces de soutien rapide. Cette milice, qui contrôle désormais l'essentiel du Darfour, a repris la ville à l'armée soudanaise dimanche. L'université de Yale s'est basée sur des images satellites pour démontrer l'existence de massacres dans une maternité où l'on estime que 460 personnes ont été tuées, ou encore à l'université de la ville. La coloration rouge apparaît systématiquement à côté de formes ayant une proportion similaire à celle d'un corps humain. Les images satellites nous permettent déjà d'affirmer qu'il y a eu d'importants massacres. Et depuis, vidéos et témoignages se multiplient. Les civils retranchés ou en fuite ont été délibérément visés. Des vidéos vérifiées et souvent diffusées par les FSR eux-mêmes montrent par exemple des cadavres dans l'université de la ville, ou encore des charniers dans des tranchées aux alentours. Une violence systématique et dirigée sur les civils. L'ONU a réuni son Conseil de sécurité et qualifie la situation de plus grave crise humanitaire au monde. Qui ici peut prétendre que nous n'étions pas au courant? Nous n'entendons pas les cris. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, l'horreur se poursuit.
Des milliers de personnes ont fui la capitale du Darfour Nord et décrivent des conditions de vie épouvantables. Les bombardements et les attaques de drones étaient constants. Ils nous tapaient à coups de crosse, de fusil jour et nuit quand on ne se cachait pas. Mercredi, le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, a reconnu que ses soldats avaient commis des exactions et a promis que toute action illégale ferait l'objet d'une enquête. Depuis le début de la guerre, plus de 150 000 personnes sont mortes et 12 millions d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays. Et nous parlons toujours de la crise au Soudan, notamment des attaques répétées à El Fasher, capitale du Darfour du Nord, où 13 millions de personnes ont été chassées de chez elles depuis les débuts de la crise civile, de la guerre civile plus précisément. En 2023, 4 millions se sont réfugiés au Tchad voisin. Je vous invite à écouter le témoignage des femmes qui ont vécu l'enfer dans les derniers jours en fuyant leur pays. Reportage. Oussaina, qui a 33 ans, a fui El Fasher en juin avec son mari et leurs 4 enfants. Là-bas, elle travaillait comme comptable dans une banque. Inas, qui a 35 ans, a quitté El Fasher en mai avec sa mère, un neveu et son frère, qui est sourd depuis l'explosion de leur maison. Célibataire, elle est ingénieure civile. Les deux Soudanaises ont accepté de nous parler de l'enfer qu'elles ont traversé pour se rendre au Tchad. Elles doivent marcher pendant des jours et affronter des barrages tenus par des combattants arabes. يعني نحن ما فضل لنا أسرة في الفاشر اشتتنا Oussaina perd la trace de son mari et de ses enfants pendant qu'elle et sa tante sont attaquées par 3 hommes. لا لا نفرين في واحد فيهم التالي ده ضربني في راسي بس أنا وقعت على قفاي ياهو الإلا موجودة في الراس هسه هو الآخر رجل ماجد أي يعني 2 واحد مسكني من يديني هنا وضربني هسه رماني في الشوك هذا كله خدوشات بتاع الشوك وتو رجل ماجد أي Après l'agression, Oussaina est en état de choc et peine à marcher. Elle ne sait pas où sont rendus ses enfants. Elle finira par retrouver les 2 aînés qui ont 13 et 10 ans. Les 2 plus jeunes ont récemment été trouvés et pris en charge par une voisine au Darfour du Nord. المدافع الكبيرة الثقيلة دي الصواريخ قاعدين في البيت زي ده رموا فينا صاروخ أخوي توفى. Hors du continent africain, le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi à l'Élysée plusieurs chefs d'État africains à l'occasion de l'ouverture du 8e Forum de Paris pour la paix, un événement annuel consacré à la refondation du dialogue diplomatique dans un monde en pleine mutation. Le Forum de Paris pour la paix ambitionne de favoriser une coopération internationale renouvelée face aux défis mondiaux. Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi plusieurs chefs d'État participant au 8e Forum de Paris pour la paix qui se tient le 29 et le 30 dans la capitale française. Organisé depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix a pour objectif de réinventer la diplomatie dans un monde en mutation. Les participants cherchent les moyens d'œuvrer pour une meilleure gouvernance mondiale des biens publics. Le thème de cette 8e édition est « Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète ». Le programme mettra l'accent sur la recherche de réponses concrètes aux défis mondiaux les plus pressants, à commencer par la crise climatique. Parmi les dirigeants arrivés jeudi à l'Élysée figurent le président du Ghana, John Dramani Mahama, le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Libéria, Joseph Boaky, ainsi que Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo.
Et nous restons dans la conférence de Paris. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de plus de 1,5 milliard d'euros en faveur des populations les plus vulnérables de la région des Grands Lacs. Ce reportage nous présente le calvaire des sinistrés et des déplacés d'Ouvira, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Voici l'enfer que vivent les réfugiés d'Ouvira. Ce camp du quartier Kasenga existe depuis 2020. Des tentes bâchées à la hâte pour accueillir d'abord des sinistrés d'inondations, puis depuis quelques mois des centaines de déplacés de la guerre avec le M23. Sous la pluie, pour Matoumeni, cette vie avec ses enfants ressemble à un cauchemar. Regardez comment ça suinte partout dans la maison. J'essaye de bricoler. Tu vois comment l'eau coule partout? À Ouvira, elle regarde jusqu'à Paris pour trouver un espoir dans les futures décisions de la conférence humanitaire. Nous n'avons plus d'espoir. À part ça, la vie est devenue difficile, surtout pour dormir. Nous sommes dépassés. Manger est devenu un problème. Nous avons vraiment besoin de l'aide humanitaire, surtout pour dormir et manger. Les bâches sont pourries. Tu vois, elles ne tiennent même plus. De l'aide concrète et pas de grands discours, voilà ce que ces réfugiés congolais demandent. Cela fait 2 ans que personne n'est venu nous rendre visite. Nous voulons être considérés car parmi nous, il y a les déplacés de guerre qui sont venus des collines, d'autres de Bundeli, de Kamanyola. Tous sont ici à cause de la guerre. Nous constatons que des humanitaires viennent, mais ils s'arrêtent à l'extérieur du camp. Nous vous supplions de faire savoir que nous aussi, nous sommes des êtres humains. La grande ville d'Ouvira et sa région dans le sud Kivu sont toujours en état de guerre. Ce camp de Kasenga n'est qu'une infime partie du problème. Nous avons aussi plus de 40 000 femmes, hommes et enfants déplacés de guerre qui ont jusqu'à maintenant besoin de l'assistance, quel que soit matériel, quel que soit moral, quel que soit psychologique. Nous prierons à ce que dans cette rencontre humanitaire, qu'on puisse aussi essayer un peu de discuter sur comment venir appuyer les sinistrés et les déplacés de guerre ici chez nous à Ouvira en RDC. Des besoins immenses dans un contexte militaire tendu. Les affrontements se poursuivent ces derniers jours entre les rebelles de la FCM 23 contre les Wazalendo dans plusieurs villages du sud Kivu. Les deux parties en conflit s'accusent mutuellement d'en être les responsables. Haïti sous le drame de l'ouragan Mélissa, au moins 30 personnes sont mortes dans des inondations catastrophiques et 20 autres ont disparu. Ces violentes intempéries paralysent le sud de l'île. Des familles sont privées d'abri et de nourriture. L'ouragan Mélissa a déclenché des inondations catastrophiques en Haïti, où l'on déplore près de 30 morts et 20 disparus selon le dernier bilan, principalement dans le sud du pays. Plusieurs habitants du quartier de Petit Goave disent qu'ils sont privés de nourriture et qu'aucun abri n'a été mis à leur disposition. L'eau s'est soudainement précipitée sur nous. Nous étions 7 à la maison et seuls 2 ont survécu. Nous avions 3 jeunes enfants et 2 parents âgés que nous n'avons pas pu sauver. L'inondation les a emportés et ils sont morts. Si l'ouragan devrait faiblir après avoir passé les Bahamas, les crues pourraient demeurer à un niveau élevé à Haïti, notamment selon le Centre national américain des ouragans. Les intempéries nous ont dévastés ici. Nous avons perdu des personnes et des biens. Nous n'avons même pas d'endroit où dormir. Nous sommes dans la rue, sans endroit où nous reposer, affamés et souffrant doublement. Nous endurons une double misère. Nous n'avons pas d'abri. C'est quelque chose que nous n'avons tout simplement pas. Les autorités locales s'attendent à ce que le nombre de morts augmente. L'aide internationale promise est en cours d'acheminement. Les États-Unis ont mobilisé des équipes de secours en route vers Haïti. Et le Royaume-Uni a débloqué une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres pour les pays les plus touchés.
Donald Trump a ordonné jeudi la relance des essais d'armes nucléaires des États-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans à la suite d'une série d'annonces de son homologue russe Vladimir Poutine sur le développement des nouvelles armes russes. Une déclaration du président américain sans détails concrets qui est intervenue avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Juste avant la rencontre au sommet avec le président chinois, Donald Trump lâche un message sur son réseau social qui prend tout le monde de court. J'ai demandé au département de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires. Le spectre de la guerre froide ravivé. D'images qu'on croyait appartenir aux archives. Les derniers essais nucléaires explosifs américains, les voici, ils datent de 1992. Dans l'avion retour de Chine, Donald Trump précise. Nous ne faisons pas de tests. On a arrêté il y a des années, il y a très longtemps. Mais comme les autres font des tests, je pense que c'est approprié qu'on le fasse aussi. Mais aucun pays, à part la Corée du Nord, n'a conduit de tests nucléaires explosifs au XXIe siècle. L'annonce de Donald Trump serait en fait une réaction à la Russie. Cette semaine, Vladimir Poutine a montré les muscles et s'est vanté de ses nouvelles créations. Le missile Oiseau de tempête et le drone sous-marin Poséidon, deux armes à propulsion nucléaire, ce qui leur donne une puissance rare, mais rien à voir avec l'arme atomique. En réponse, Donald Trump voudrait sans doute accélérer les tests sur ce même type d'armement. Mais revenir à des essais nucléaires serait dangereux et improbable selon les experts. Les vieux équipements de la guerre froide devraient être reconstruits. Ce serait difficile et cher. Ça prendrait au moins 2 ou 3 ans. Et ce serait contraire aux intérêts des États-Unis. Ce soir, le Kremlin avertit qu'une reprise des tests aux États-Unis aurait des conséquences. Même si Donald Trump se targue d'être la première puissance nucléaire mondiale, selon les chercheurs, c'est bien la Russie qui a le plus d'ogives. 2 pays, la Chine et les États-Unis, 2 hommes qui sont les plus puissants de la planète, Donald Trump et Xi Jinping. Ils se sont rencontrés en Corée du Sud après s'être menacés réciproquement de taxes, de représailles, d'embargo. Les 2 dirigeants se sont quittés avec des accords et de l'espoir dans leur future relation. Regardez. 6 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre officielle. Le face-à-face de 2 hommes que tout oppose. Donald Trump, l'impulsif adepte des coups d'éclat. Xi Jinping, le planificateur méthodique. 1h40 de négociations avec des conséquences concrètes sur notre économie. Lors de cette partie de poker, chacun est arrivé avec de gros atouts dans son jeu. Pour Donald Trump, les droits de douane. Depuis le début de l'année, Washington imposait à Pékin une taxe de 57% et menaçait d'aller bien au-delà. Ce ne sera finalement que 47%. C'est rassurant parce que comme on ne va pas rentrer dans une guerre commerciale majeure, l'économie américaine ne sera pas en récession. Et pour les entreprises européennes, ça veut dire une demande et des débouchés sur le marché américain. Autre sujet de friction mis sur la table, les terres rares. Ces métaux indispensables à la fabrication des smartphones ou des ordinateurs. Au début du mois, la Chine, qui en est le premier producteur mondial, avait choisi de limiter leur exportation partout dans le monde. Xi Jinping assure finalement qu'elle reprendra sans restriction. Cela veut dire moins de rupture de stock et donc moins de risque que le prix de ces produits high-tech ne grimpe. Au grand jeu des compromis, y a-t-il un vainqueur ? On peut considérer que c'est plutôt Xi Jinping qui a fait reculer Donald Trump plutôt que l'inverse, puisqu'on en revient au point de départ quasiment de la situation dans laquelle on était il y a à peu près 6 ans. Un accord tacite, très fragile. Plusieurs points feront l'objet d'une renégociation dans 1 an. Les États-Unis ont annoncé jeudi réduire de façon drastique le nombre de réfugiés qu'ils sont prêts à accueillir chaque année à un nombre historiquement bas et dit privilégier les Blancs d'Afrique du Sud. La Maison-Blanche a fixé à quelques 7500 le nombre de personnes qui se verront accorder en 2026 le statut de réfugié contre quelques 100 000 par an sous l'ancien président démocrate Joe Biden. Alors que le président américain Donald Trump réduit drastiquement le nombre de places de réfugiés, passant de 125 000 l'année dernière à 7 500, il donne également la priorité aux membres de la minorité blanche afrikaner d'Afrique du Sud. Ce quota de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis
concerne l'exercice fiscal qui a débuté le 1er octobre. L'administration a déclaré que la réduction pour 2026 était justifiée par des préoccupations humanitaires ou est autrement dans l'intérêt national. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, les États-Unis ont déclaré que les Afrikaners devraient être réinstallés parce qu'ils sont victimes de discrimination de la part de leur gouvernement dirigé par des Noirs. Le gouvernement sud-africain dément fermement ces affirmations, les qualifiant de complètement fausses et de résultats de la désinformation. L'administration Trump a fait déjà annoncer un nouveau programme en début d'année pour accélérer la relocalisation des familles afrikaners aux États-Unis. Environ 70 Sud-Africains blancs ont été relocalisés aux États-Unis en mai et en juin. Et nous parlons à présent religion pour clore votre journal. Le 15 novembre 2025, l'espace Gruyère de Bulle en Suisse romande accueillera plus de 2000 participants pour Once 2025, rassemblement chrétien qui vise une communion vécue dans la diversité fondée sur notre appel commun en Jésus-Christ. Il réunira cette année des chrétiens et chrétiennes de toute la Suisse normande. L'événement est organisé par une quinzaine de fédérations d'églises et d'organisations chrétiennes, parmi lesquelles figure Stop Pauvreté, co-organisatrice de l'événement l'Armée du Salut. Le verset choisi pour l'occasion résume bien l'esprit de la rencontre, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Éphésiens 4, verset 4. Et c'est ici que se referme ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse sur vous à la maison. Bonsoir.